tout ce que vous auriez voulu savoir sur la France et qu'on vous a toujours caché. Les sources de Pierre Doigt, plus de 350 ouvrages pour avoir, comme il le dit, une vue d'ensemble. Il va s'en expliquer notamment sur les différentes questions qui sont effectivement sous nos yeux. Nous allons aborder Haïti, pour tous ceux qui nous écoutent ce matin. Nous allons aborder bien sûr le chapitre sur l'esclavage, la colonisation. Et puis puisqu'on parle de terrorisme également, deux mots sur le terrorisme, notamment par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Alors, ma première question, c'est ça, parce que vous dites que s'il y a eu la Révolution française, c'est grâce aux colonies. Je crois que c'est une première question qui va intéresser tous nos auditeurs. Expliquez-nous ça. Oui, alors il faut situer le contexte historique de l'époque. C'est un contexte de rivalité coloniale entre la France et l'Angleterre. Il y avait une rivalité coloniale. Il faut savoir, bon, le roi de France, c'était Louis XVI à l'époque. Louis XVI avait fait perdre les États-Unis à l'Angleterre. Les États-Unis, c'était la plus riche colonie anglaise. Hein. C'était très grave pour l'Angleterre. Et Louis XVI avait même un plan pour réoccuper l'Inde, reprendre l'Inde aux Anglais. Donc Louis XVI était un roi à abattre. Donc il y a déjà ça, il y a déjà ce contexte. Et puis il y a les colonies françaises. Les colonies françaises, c'était les îles, hein, ce qu'on appelait les îles à sucre, Haïti, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Qui est quand même un petit peu à part, mais la Guyane quand même. L'histoire de l'esclavage en Guyane était quand même un peu à part par rapport à... un peu à part, ça fait quand même partie des colonies françaises. Bien sûr. Et il faut savoir que les colonies françaises étaient très très riches. On n'a pas idée maintenant, mais Haïti, c'était 35% des exportations françaises. C'était presque 50% du sucre mondial. La France faisait le meilleur café du monde à l'époque. C'était une richesse considérable. La France exportait ça en Europe. La France inondait l'Europe avec tous ses produits. C'était une richesse considérable. Et les Anglais voulaient s'approprier les îles à sucre, les colonies françaises. Et donc, qu'a fait l'Angleterre? Eh bien, l'Angleterre organisait un réseau d'espionnage à Paris. Il y avait un réseau des agents d'influence qui avait pour mission de renverser la monarchie française et de s'approprier les colonies françaises. L'Angleterre voulait s'approprier les colonies françaises. Ce qui est intéressant là maintenant pour ce que les auditeurs doivent savoir, c'est quoi la Société des Amis des Noirs? Ça a servi à quoi? Alors, la Société des Amis des Noirs, je pense qu'il y a des gens qui ont dû en entendre parler. On revient au réseau d'espionnage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir que les services secrets existaient déjà à l'époque. Hein, c'est pas nouveau. Ça fait très longtemps que ça existe, les services secrets. La France elle-même avait ses services secrets en Angleterre. Hein, ça se faisait dans les deux sens. Hein. Il faut savoir que la guerre d'indépendance américaine a été organisée par les services secrets français. Même les Irlandais, si les Irlandais ont réussi à être indépendants, c'est en grande partie grâce aux services secrets français aussi. Et bon, alors évidemment, l'Angleterre aussi avait ses agents d'influence à Paris. Il faut savoir aussi que la révolution de Cromwell a été financée, c'est la révolution anglaise, hein, a été financée par la France, par Richelieu. Peu de gens le savent. Donc en fait, ce qu'ont fait les Anglais, c'était une revanche. Hein. Ils se vengeaient un peu. Hein. On a bien compris. Donc, ils ont organisé un réseau d'espionnage à Paris. Ces espions, il y avait des dizaines et des dizaines d'espions à Paris. Ils étaient assez nombreux, mais les chefs étaient des Suisses. Au début de la Révolution, c'était des Suisses. C'était des Genevois qui étaient protestants, dont le chef était banquier, le principal agent d'influence était banquier, il s'appelait Étienne Clairière. Et ce monsieur, c'est lui qui a organisé ces réseaux d'influence autour de Mirabeau. Hein, ces gens-là influençaient Mirabeau. Ils avaient pris un Mirabeau sous leur coupe. Mirabeau, c'est l'homme qui a déclenché la Révolution française. Hein. Et ce sont ces gens-là qui ont créé la Société des Amis des Noirs. La Société des Amis des Noirs, aujourd'hui on appellerait ça une ONG. C'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez les ONG de George Soros, ça fait un petit peu penser à ça. Hein, l'Open Society, c'était une ONG qui était organisée qui était d'influence anglaise, mais qui était en France. Hein, qui était organisée par les fameux agents dont je vous ai parlé, qui étaient des Suisses, qui étaient des Genevois, des protestants, qui avaient organisé cette ONG, cette Société des Amis des Noirs. Alors, le fondateur de la Société des Amis des Noirs était Brissot. Brissot, c'était un journaliste qui était emprisonné pour dette. Au moment où il a rencontré le fameux Suisse, le Genevois, qui était un banquier, il était emprisonné pour dette.
Et qu'est-ce qu'a fait Étienne Clavière, le banquier, l'agent anglais, hein, qui travaillait pour l'Angleterre? Il a payé toutes ses dettes cash et il l'a sorti de prison. Alors évidemment, il est inutile de vous dire, quand on vous sort de prison, qu'on vous paye vos dettes, vous êtes éternellement dévoué à la personne. C'est ce qui s'est passé. Hein. Brissot est devenu l'homme de main de Clavière et c'est lui qui a fondé la Société des Amis des Noirs. Alors il faut savoir, que faisait la Société des Amis des Noirs? La Société des Amis des Noirs militait contre la traite. Alors il ne faut pas confondre la traite et l'esclavage. Oui, c'est différent. Oui. La traite, c'est le commerce des esclaves. C'est-à-dire qu'on achète les esclaves en Afrique et on les revend aux Antilles. Ça n'est pas pareil que l'esclavage. L'esclavage, c'est l'exploitation des esclaves dans les plantations. C'est pas du tout la même chose parce que la traite, c'était pas les mêmes personnes qui en profitaient. La traite, autant la traite à l'époque de la Révolution était déficitaire, autant l'esclavage rapportait beaucoup. C'est pour ça qu'il faut, voilà. faut bien faire le distinguo. Oui. Alors, évidemment, on va se dire, les Anglais, merci messieurs les Anglais de nous avoir aidés à militer contre la traite. Mais bon, alors. Bon. Évidemment, il y avait des causes économiques, les Anglais ne font jamais rien. Oui. Bon, quand on vous parle de droits de l'homme, en général, il y a toujours anguille sous roche. On est d'accord. Bon, il y avait une cause économique, évidemment, c'était que la traite anglaise était en concurrence avec la traite française. La traite française était subventionnée. La traite française, voilà. Alors justement, la traite anglaise, il y avait des compagnies anglaises qui avaient fait faillite. Ouais. Ça, c'est important de savoir. Hein. Il y avait des compagnies anglaises qui avaient fait faillite en faisant la traite, ce qui donne une idée du taux de mortalité qu'il pouvait y avoir sur les bateaux. Tout à fait. Moi, je pense qu'il était beaucoup plus que 10%. On nous parle de 10%, mais bon, je ne sais pas, ça serait à vérifier. Je ne vais pas dire des bêtises. La traite, donc il y avait des compagnies anglaises qui avaient fait faillite. Et la traite, alors pourquoi les Français ne faisaient pas faillite? Eh bien, tout simplement parce que la traite française était subventionnée. Elle tenait à coup de subvention. Et c'est toute la différence. Voilà. Et donc, du coup, ce qui pourrait choquer les Anglais? Eh bien, évidemment, un pays libéral comme les Anglais, évidemment, on est toujours dans les mêmes problèmes que maintenant. Hein. On est toujours dans un système libéral à l'anglaise, l'anglo-saxonne, où les Anglais ne supportaient pas que la France subventionne le concurrent déloyal qui était la France, qui subventionnait ses compagnies maritimes. Il fallait éliminer ce concurrent. Alors évidemment, la Société des Amis des Noirs, c'était le truc idéal pour éliminer le concurrent. Évidemment, on militait contre la traite, on faisait abolir la traite en France, il n'y avait plus de concurrent. Ça faisait au moins le premier concurrent en moins. Et, voilà un détail qu'on imagine que le grand public ne peut pas savoir s'il n'est pas... s'il fouille pas, quoi. Oui, ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui ont adhéré à la Société des Amis des Noirs étaient des malhonnêtes. Oui, bien sûr. Moi, je dis que il y avait certainement des gens honnêtes dans l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que ni Brissot, les fondateurs, Brissot et Clavière, c'était des gens... Clavière travaillait pour l'Angleterre, Brissot était corrompu par Clavière, et donc ces gens-là n'étaient pas honnêtes, ces gens-là n'étaient pas sincères, ça c'est absolument certain. Et puis, il y a effectivement, on voit plein de choses dans votre livre. Oui, David. Non, moi, effectivement, j'écoute attentivement, j'apprends, et c'est ce qui est bien d'apprendre. Et là, on a envie d'avoir votre lecture. Je change complètement de thème sur le terrorisme. On voit que vous parlez Alors, avant le terrorisme, une dernière question peut-être. Vas-y. C'est important, et là, les Guyanais, effectivement, deux choses sur... Alors, Victor Malouet. Donc, il y a une rue Malouet, hein, ici en Guyane, savoir qui était Victor Malouet pour que les Guyanais puissent bien savoir. Oui, et puis, refaire un petit détour également, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur le fameux Rochambeau également, le nom de l'aéroport, entre fils et père. Oui, Malouet, c'est assez important parce qu'il faut savoir que la Société des Amis des Noirs n'a pas milité que contre la traite, ils ont milité aussi contre l'esclavage, mais avec des guillemets. C'était contre l'esclavage, mais de façon très vague et à très très long terme. C'est-à-dire qu'on parlait d'abolir l'esclavage, mais on ne le faisait pas. On disait qu'on allait le faire sur plusieurs générations, mais en fait, dans la réalité, on ne faisait rien. Et en réalité, quand on fouille, on s'aperçoit qu'ici aussi, il y avait une cause économique. Et la cause économique, c'était que les Anglais voulaient faire effrayer les colons français, les planteurs blancs, les effrayer, leur faire croire qu'on allait abolir l'esclavage, alors qu'il n'était pas du tout question de le faire, pour les effrayer parce que les Anglais voulaient s'entendre avec eux. Les Anglais voulaient s'entendre avec les planteurs français. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les Anglais se sont entendus, ça a marché, les Anglais se sont entendus avec les planteurs français. Il y a même eu un traité qui a été signé, c'était le traité de Whitehall en 1793,
les Anglais se sont engagés à maintenir l'esclavage dans les îles françaises, ce qui prouve bien que les Anglais n'étaient pas sincères. Ils s'engageaient dans un traité à maintenir l'esclavage. Et de leur côté, les planteurs s'engageaient à payer leurs impôts aux Anglais. Les planteurs, autant la traite était subventionnée, autant l'esclavage, lui, payait des impôts à la France. Vous voyez, parce que ça, c'était très prospère. Et qui a signé ce traité-là? Eh bien, c'était Victor Malouet, qui a sa rue à Cayenne. Exactement. Voilà, c'est bien de savoir. Voilà, les gens passent dans la rue, ils ne font pas attention, mais vous savez, vous trouvez ça dans Wikipédia. Hein, oui, bien sûr. C'est public. Hein. Donc Victor Malouet, c'était un planteur esclavagiste, et c'est lui qui a signé le traité avec les Anglais pour maintenir l'esclavage dans les îles. Effectivement. Rochambeau, que les choses soient claires. C'est vrai que Christiane Taubira s'est battu pour enlever ce nom. C'était compliqué. Certains disaient, mais attention, le fils était esclavagiste, le père, mais pas le fils. Enfin, expliquez-nous qui est Rochambeau. Oui, j'en ai parlé dans une autre émission sur la télé. Rochambeau, en fait, il y a Rochambeau père, c'était le général qui a participé à la guerre d'indépendance américaine. Bon, lui, c'est le héros des Américains. Alors évidemment, les Américains, ce sont les Américains qui ont baptisé l'aéroport. D'accord. Ils ont donné ce nom à l'aéroport Rochambeau, Rochambeau père. Mais c'était ça à l'époque. Ce qui, à mon avis, pouvait être justifié. Oui. Alors après son fils, il se trouve que son fils, qui était général de la République, a massacré les Haïtiens. Il les a massacrés, il les a torturés, il en fait tout un tas de barbaries, de choses tout à fait abominables. Hein. C'était une guerre épouvantable. La guerre d'Haïti, sous Bonaparte, c'était absolument épouvantable. Bon, il a fait des choses abominables. Et alors, je pense qu'il y a dû avoir un amalgame. Moi, j'ai lu ça. Ça vient du livre de Claude Ribes. Je pense que Claude Ribes, c'est un spécialiste. Oui, c'est lui qui a écrit Le crime de Napoléon. Tout à fait. Je pense que lui a fait un amalgame entre le père et le fils. Et du coup, le truc a suivi, et on a débaptisé l'aéroport, mais je ne sais pas si tous les gens connaissent ce distinguo qu'il y avait entre le père et le fils. On en a beaucoup parlé. Je comprends que le nom, ça fait désordre. Je comprends que le nom de Rochambeau pour l'aéroport, ça puisse faire désordre, mais bon... Écoutez, vaut mieux Félix Éboué, comme ça c'est réglé. Oui. Félix Éboué, c'est le héros de la Guyane. Voilà. Allez, les questions, parce que vous abordez plusieurs questions, on enchaîne sur le terrorisme en Europe. C'est vrai que demain on fête l'abolition de l'esclavage, mais il faut quand même rappeler que ce livre ne traite pas que de l'abolition de l'esclavage. Bien au contraire, il parle de pas mal de sujets. Et là, on voulait avoir votre lecture sur le terrorisme. Vous parlez normalement d'Al-Qaïda également, créé par la CIA. On en a souvent parlé comme ça entre nous. Là, vous avez des éléments concrets qui vous permettent de les mettre sur un livre? Eh bien, déjà l'histoire. Moi, j'ai travaillé sur 200 ans d'histoire. On parlait de synthèse tout à l'heure. Moi, je fais de l'histoire de synthèse. Je rassemble tous les événements comme un puzzle. Et bien, justement, on parlait de la Révolution française. Et bien, justement, ces gens-là, les fameux agents d'influence qui étaient payés par l'Angleterre, ce sont ces gens-là qui ont déclenché la Révolution. Et bien, ces gens-là avaient un réseau terroriste. Il y avait un réseau terroriste à Paris. C'est ça, les origines du terrorisme moderne, c'est la Révolution française. On coupait des têtes sous la Révolution française. Il faut se rappeler, je ne sais pas si vous avez vu ces images, on voit des gens qui se promènent avec des têtes sur des pics, bien sûr, on connaît ces images. Bon, c'est des images terroristes, ça rappelle Al-Qaïda, ça rappelle l'État islamique. Donc ce n'est pas les musulmans qui coupent les têtes, ça existait déjà à l'époque de la Révolution française. Et ces réseaux terroristes, moi j'ai retrouvé les noms des gens qui faisaient ça. Et ces gens-là obéissaient à ces fameux agents d'influence anglais. C'était un réseau terroriste organisé par l'Angleterre. Quel était le but? Pourquoi on coupait ces têtes? On voulait faire peur au roi, on voulait renverser la monarchie, faire peur au roi pour que le roi fuit à l'étranger et qu'il perde ses droits à la couronne. Et ça a très bien marché. C'est ça qui s'est passé. Le roi, d'ailleurs, on sait que la fuite du roi à l'étranger a été financée par l'ambassade britannique. On a des preuves écrites dessus. Et donc tout ça a très bien fonctionné. Ça s'était déjà passé en Angleterre. Le roi d'Angleterre avait perdu ses droits à la couronne en fuyant en France. Les Anglais voulaient reproduire ce qui s'était passé chez eux. En fait. Quand on étudie l'histoire sur le long terme, on comprend tout parce que l'histoire se répète sans arrêt. C'est toujours les mêmes événements. Donc, partant de là, on voit que le terrorisme existait déjà à cette époque-là. On voit que ça avait une finalité politique. C'était un terrorisme d'État, instrumentalisé par un État contre un autre État. Et on s'aperçoit que tout au long de l'histoire, ça s'est répété. On a toujours vu des terrorismes d'États influencés par des États contre d'autres États. Allez, justement, on parlait d'origine du terrorisme. Non, on disait Al-Qaïda créé par la CIA. Vous dites que Ben Laden pouvait être arrêté à plusieurs reprises, ils ne l'ont pas fait. Oui.
Tout à fait. Bon, alors je reprends. Alors, ça, c'est des discussions qu'on a au café, mais on se dit, notre comptoir, au comptoir, et on se dit, c'est un leurre, c'est faux. Mais là, on ne peut pas croire. Justement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'était que vous êtes appuyé sur des éléments. Moi, j'ai travaillé sur 200 ans d'histoire. Ouais. Et je me suis aperçu que j'ai pu étudier beaucoup de terrorisme. En 200 ans, il y en a eu du terrorisme. On s'aperçoit que les Brigades Rouges, c'était un réseau terroriste infiltré par la CIA. Ça, c'était dans les années 70. Le GIA, c'était un terrorisme infiltré par les services secrets algériens pour discréditer l'opposition algérienne. On s'aperçoit que même le terrorisme irlandais était manipulé par les services secrets britanniques pour discréditer les Irlandais. Dans la plupart des réseaux terroristes, on s'aperçoit qu'on a des preuves que ces réseaux étaient infiltrés et instrumentalisés par des États. Donc, et alors Al-Qaïda, c'est la même chose, ça a été reconnu d'ailleurs. Hillary Clinton a reconnu Al-Qaïda, c'est nous qui l'avons créé. Ça a été créé au départ pour... Donc, les Américains ont créé malgré eux l'État islamique, enfin je dis malgré eux, ou pas forcément... c'est toujours malgré eux, évidemment, quand ils créent l'État islamique, c'est toujours malgré eux. Quand ils créent Al-Qaïda ou l'État islamique, c'est toujours malgré eux, on n'a pas fait exprès. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même une conjonction d'événements... Oui, les rassembler tous dans une prison, c'est toujours, comment dirais-je, on peut considérer que c'est encore instrumentalisé ou qu'ils ont tout simplement perdu le contrôle. Moi, à mon avis, ça leur profite beaucoup. Vous dites que ça leur profite beaucoup. Ça leur profite beaucoup, bah oui, parce que quand on voit, on allume un feu quelque part, on ne fait pas exprès d'allumer le feu, moi je veux bien, on allume un feu, et puis après on sonne à la porte, monsieur, voulez-vous que j'éteigne le feu? Bon, ben on va négocier d'abord des contrats pétroliers, parce que sinon je ne veux pas éteindre le feu. L'histoire de toutes les guerres des dernières années. Restez avec nous, on a compris, restez avec nous, 25 ans. C'est ce qui s'est passé en Iran, c'est ce qui s'est passé en Irak, dans tous les pays, donc, et en Syrie, c'est ce qu'ils essayent de faire. Donc, pour bien comprendre, et vous dites effectivement que l'histoire se répète. Merci beaucoup. Allez, on vous laisse répondre à nos auditeurs, en tout cas la première question, et puis on essaye d'avancer, mais on vous garde un tout petit peu après 10 heures, parce qu'il n'y a pas que le terrorisme que vous voulez aborder, il est question d'Europe également, c'est important. Oui, alors la question sur le terrorisme anglais, je ne veux pas répondre, parce que c'est récent, c'est des événements récents. C'est l'actualité. Il faut faire très attention de ne pas commenter les événements récents, parce qu'on a toutes les chances de se tromper. Et de dire le contraire après. Donc je préfère, par exemple, évidemment qu'il c'est possible que ce soit politique, ces attentats. C'est vrai que quand on voit tous ces attentats qui se passent en ce moment, c'est toujours au moment propice. C'est toujours avant les élections ou pendant des traités. C'est un écho à des opérations, des événements qui ont lieu bien avant. C'est toujours dans un contexte où on est en train pour saboter un traité de paix, des accords de paix ou des choses comme ça. Mais on n'a pas de preuve de ça. Donc moi je ne veux rien affirmer, je n'ai aucune preuve de ça, donc je ne veux rien affirmer. Vous avez raison. Donc je préfère m'abstenir d'en parler, mais effectivement peut-être que dans quelques années on s'apercevra que l'histoire se répète. Alors la question de l'autre auditeur, Ben Laden a-t-il vraiment existé? Oui, il a existé, bien sûr. Alors mais au-delà du nom, mais les méfaits pour lesquels... Alors est-ce que c'est Ben Laden qui a organisé les attentats du 11 septembre? Moi, à mon avis, ce n'est pas très important de savoir si Ben Laden les a organisés. Ce qui est important, c'est que c'est ça qu'on nous a dit. On nous a dit que c'était Ben Laden qui les a organisés. C'est la version officielle. Et que les États-Unis ont eu l'occasion de l'arrêter à 5 reprises et qu'ils ne l'ont pas fait. À chaque fois, ils ont annulé les opérations. Pourquoi? Ils ont été... Il faudrait leur demander. Non, mais selon vous. Non, je n'en sais rien. Donc, ils ne l'ont pas fait. Alors que normalement, c'est lui qui est censé les avoir organisés. Bon, et tout ça, les preuves de ce que vous dites se trouvent dans le livre. C'est-à-dire le fait qu'ils ont eu 5 fois. Et on a la preuve que les Américains ont été prévenus. Ils ont été prévenus par nos services secrets de ces attentats. George Bush a reçu un rapport de la CIA. Tout était détaillé. Le nom de Ben Laden était prononcé. Le World Trade Center était cité. On parlait d'avions. Les Américains étaient au courant que les avions pouvaient être utilisés comme projectiles sur des bâtiments. Ils étaient même au courant des compagnies aériennes qui seraient attaquées. Ils avaient beaucoup d'éléments. Et rien n'a été fait. Au contraire, le jour des attentats, l'aviation américaine a été éloignée de New York pour des exercices, justement, d'exercices d'avions qui se posent sur des bâtiments. Très bien. 25, 76, 25. Ce qu'on va faire, on prend les questions de nos auditeurs et on répond. Et une dernière chose. Non, on vous garde après 10 heures.
On vous garde 10 minutes, un quart d'heure après 10 heures parce que je veux aborder la question de l'Europe. C'est important. Il faut savoir que les États-Unis, le FBI a organisé des faux attentats terroristes. On le sait, ça c'est sûr. Il y a une émission d'envoyé spécial qui parle de ça. Et on peut la revoir. Il y a un ancien du FBI qui témoigne, qui s'appelle Mike German, et qui raconte tout ça. Les Américains, les États-Unis, la FBI a organisé des faux attentats terroristes sur le territoire américain. L'Amérique. On continue sur peut-être l'Europe, mon cher David. C'est important parce que, en fait, ça vient de tomber au niveau de l'actualité. Il y a tellement d'accords à avoir pour... avec ce fameux Brexit en fait, tellement d'accord que c'est tellement compliqué que certains voudraient sortir carrément de l'Europe sans accord. C'est-à-dire que ça vient de tomber, c'est tombé hier. En tout cas, c'est une volonté de certains députés en Angleterre. Cette histoire de Brexit, ce n'est pas si simple que ça. Moi, la question c'est, vous dites Maastricht ou le marché de dupes? J'aurais bien aimé avoir quelques réponses là-dessus avant les infos de Nicolas Mézine. Maastricht ou le marché de dupes? Pourquoi vous dites ça? Oui, parce que en fait, l'Europe n'est pas un concept. On nous dit toujours que l'Europe est un concept français. C'est faux, ça n'est pas un concept français. C'est un concept américain. En fait, Robert Schuman, tout le monde nous dit que c'est Robert Schuman qui a créé l'Europe, mais quand on fouille, on s'aperçoit qu'on a retrouvé des archives déclassifiées du département d'État américain qui montrent que Robert Schuman faisait partie d'un think tank qui était financé par la Fondation Ford et la Fondation Rockefeller. Donc dès le départ, ça c'était les années 50, dès le départ, l'idée de la communauté européenne, c'est un concept américain. D'accord. Donc dès le départ. Alors là on parle de Maastricht, c'est très longtemps après. Bon, il se trouve qu'entre-temps, De Gaulle s'est opposé à l'Europe. Oui, bien sûr. De Gaulle, lui, était pour l'Europe des nations. Bon, il se trouve qu'après, longtemps après, il y a eu Maastricht, ça c'était dans les années 90, début des années 90. Maastricht, c'est surtout la monnaie unique. Maastricht, moi j'ai beaucoup étudié sur Maastricht. Qu'est-ce qui est à l'origine de Maastricht? On retrouve toujours pareil deux think tanks. Think tanks, ce sont des groupes de pensée, des groupes d'influence, si vous voulez, qui étaient organisés par deux membres du Kissinger Associates. Kissinger Associates, c'est une société qui était constituée par Henry Kissinger, évidemment. Tout le monde sait qui c'est, et qui était financé par Goldman Sachs. Déjà, il y avait Goldman Sachs. Déjà son nom. Donc on voit que Goldman Sachs était derrière l'Europe, déjà. Et c'est eux qui ont financé, qui ont organisé ces think tanks, il y avait deux think tanks. Il y avait l'ERT, qui était un think tank, qui était un lobby, c'était carrément un lobby industriel européen. Et il y avait un autre qui s'appelait l'AUME. L'AUME, c'était un lobby pour influencer pour créer la monnaie unique en Europe. D'accord, très bien. Et qui a été supprimé après, il a servi qu'à ça. C'était dans les années 90. Et donc on voit que là aussi, il y avait une influence américaine, il y avait toujours les Américains poussés pour qu'on construise l'Europe. Très bien, je demande aux auditeurs, on va les reprendre tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, c'est l'heure du flash de Nicolas Mézine, 2 questions sur l'Europe, et puis également, pourquoi cette petite chronique, moi ça m'interpelle, sur la franc-maçonnerie. On est obligé d'en parler, hein, c'est normal. Allez, les infos, ça dure 2 minutes, de Nicolas Mézine, et ensuite les auditeurs, et on revient sur une question sur la France également, parce que vous n'êtes pas les de ma mort quand vous dites la France, pays de traite et de collabo, ça m'intéresse, il faut qu'on en parle. Avec un point d'interrogation. Merci. Il va expliquer. J'ai compris un petit peu le français. Je suis d'accord avec lui, mais il faut qu'il lise mon livre. Parce que je parle de l'Europe de Napoléon. Oui. Tout à fait. Une grosse partie dessus. Mais moi, ce que je dis, c'est que l'Europe actuelle. Victor Hugo voulait l'Europe. Oui. Moi, ce dont je parle, c'est l'Europe actuelle. L'Europe, comme on l'a construit en ce moment, cette Europe que nous vivons, que nous subissons, ça, c'est une Europe à l'américaine. Après, l'Europe de Napoléon, c'est une autre Europe, c'est pas la même chose. Des Europes, il y en a eu plein. Cette Europe-là, celle que nous subissons actuellement, c'est une conception américaine. Celle que nous subissons, pour vous, on subit l'Europe. Bien sûr, puisque les Français ont voté contre la Constitution européenne. Et pourtant. Et on leur a imposé quand même. Et pourtant, notre président est pro-européen. Oui, bien sûr. D'accord. Vous avez un commentaire là-dessus sur nos politiques, oui. Je pense qu'ils sont presque tous pro-européens. Il y a une
deux exceptions près. Il faut qu'ils jouent tous le jeu de. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils ont le choix devant cette mondialisation, l'Europe à la base? Vu comme ça, a été pensé toute cette structure pour pouvoir être, soi-disant, un peu plus fort par rapport au reste. Ah, pour la base même, effectivement, des États-Unis. Est-ce que vous croyez que l'Europe, la France est plus forte que dans l'Europe? Pourquoi les Anglais partent? Est-ce que vous croyez que les Anglais sont moins forts? Est-ce que vous croyez que les Suisses sont moins forts? Posons la question autrement. Est-ce que la France, seule, isolée, comme souhaite le faire aujourd'hui l'Angleterre, aura les moyens de résister à la mondialisation? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si la France serait industrialiste, pourquoi pas? Il faut savoir, amusez-vous à regarder les publicités des années 70. Moi, je m'amuse des fois sur YouTube, je regarde. Vous apercevez que la France fabriquait tout dans les années 70, on sait tout faire, on savait tout faire. Maintenant, on ne fait plus rien. On a désindustrialisé le pays, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on a? On a des banques et des compagnies d'assurance. Les usines sérieuses. Voilà. Donc c'est le fait de la mondialisation. Oui, tout à fait. Alors, si c'est ça qu'on souhaite, moi je veux bien, mais quand on voit le taux de chômage augmente, le taux de pauvreté augmente, le taux de précarité augmente, ça n'est pas bénéfique à la population, tout ça. Donc, 25-60. La France, pays de traite et de collabo. La vision n'est pas très glorieuse. Mais c'est vrai, il y a un point d'interrogation, c'est ça? Oui, il y a un point d'interrogation. Oui. Mais alors? Oui, mais ça, il faudrait raconter tout le chapitre. C'est très compliqué. Évidemment qu'il y a eu des trahisons tout le long de notre histoire. Il faut savoir. La guerre d'Algérie. Voilà, d'où viennent ces trahisons? Ça vient du fait que le français est universaliste. À mon avis, ça vient de là. Le français est universaliste. Il a toujours tendance à préférer la civilisation de l'autre à la sienne. Il est toujours, vous savez, il est toujours dans l'autodérision, le français. C'est le seul pays, c'est un des seuls pays qui soit comme ça. Alors, c'est vrai qu'on a plus. C'est intéressant ce que vous dites. On a plus de facilité à trouver des traîtres, en fait on va dire des transfuges chez les Français qui vont, alors évidemment, ils vont soutenir les États-Unis pour le projet européen américain. On va le soutenir parce que ça vient des États-Unis, c'est mieux. Vous voyez, on est en admiration devant la civilisation anglaise. Alors, pareillement, il y a à l'époque pendant la guerre, il y en avait qui étaient en admiration devant le nazisme, devant le fascisme. Bon, c'est toujours pareil, on est toujours dans ce truc, c'est le problème de l'universalisme français. Intéressant ce que vous dites, franchement. La franc-maçonnerie, on finit avec ça. Pourquoi, un chapitre pas très long, mais pourquoi avoir mis la franc-maçonnerie, justement dans un chapitre aussi court, dans votre livre? J'imagine que ce n'est pas par hasard. Pourquoi parler de la franc-maçonnerie? C'était pour démystifier surtout. D'accord. C'était pour démystifier. Oui. J'ai fait un chapitre sur les francs-maçons, parce que ça intéresse tout le monde, les francs-maçons. Oui, c'est vrai. On a parlé de la franc-maçonnerie. D'un seul coup. Des fois, il y a des gens, ils ouvrent le livre, ils lisent ce chapitre en premier. Oui. Ça fascine les gens. Parce que c'est toujours caché. Voilà, sur un site, c'est caché, c'est vrai que c'est très occulte, personne n'en parle. Et on en parle beaucoup sur Internet. Alors les gens font des complots maçonniques, on parle de complots maçonniques, judéo-maçonniques, etc. On est dans le délire le plus total sur Internet. Et c'est pour ça que j'ai fait un chapitre sur les juifs aussi, pour démystifier tout ça, parce que je pense que le système utilise ça, ces espèces d'histoires de complots judéo-maçonniques, c'est balancé sur les réseaux. Et puis les gens partent dans des gros délires après. Oui, ils partent déjà, et c'est là qu'on aboutit au complotisme idiot, alors vraiment idiot, et ça discrédite tout le discours contestataire, et c'est vraiment dommage. Et tout ça, je pense que c'est fait exprès, c'est organisé. Alors pour conclure, voilà, pour terminer, on sort de la thématique, du fond du livre, mais dans la forme. Pourquoi avoir fait ce livre? Combien de temps ça vous a pris également pour pouvoir le faire? Écoutez, ce livre, au début, je ne voulais pas faire un livre comme ça. Je voulais faire un état des lieux sur ce que la France a fait de bien et de mal, mais je voulais le faire à partir de l'histoire conventionnelle. Je ne voulais pas du tout refaire l'histoire, ce n'était pas prévu. Donc, c'est en écrivant le livre que je me suis aperçu que tout est faux. Les événements sont vrais, mais les explications qu'on nous donne sont fausses, ne sont pas les bonnes, elles ne sont pas suffisantes. On est obligé de fouiller. Vous savez, quand on fouille, on trouve une chose, deux choses, trois choses, ça fait boule de neige. Et on s'aperçoit au bout d'un moment qu'il faut refaire l'histoire. Alors là, s'il faut refaire l'histoire, j'ai dû changer le titre du livre et mettre ce titre-là. J'ai mis 4 ans pour le faire. Très bien. Merci beaucoup Pierre Doigt, édition Marsan. Tout ce que vous auriez voulu savoir sur la France et qu'on vous a toujours caché, disponible bien sûr sur Internet, sur Amazon.